Bonjour, quel est l'état de la Macronie? Quel est l'état de la gauche 100 jours après la réélection de Macron à la présidence de la République? Si la gauche ne rassemble qu'un électeur sur 6 inscrit sur les listes électorales, ni plus ni moins que Macron d'ailleurs, ce qui est fort peu, est-ce parce qu'elle manque de propositions ou bien plutôt parce qu'elle parle à tort et à travers lorsqu'elle ferait mieux de se taire sur des questions qui font diversion, braquent les ouvriers et les salariés, inquiets pour leur présent et leur avenir? On pourrait faire une première liste de ces chevaux de bataille qui repoussent en même temps qu'ils disqualifient ceux qui les enfourchent. Par exemple, le soi-disant féminisme qui cautionne la délation et le lynchage moral pratiqué par le mouvement MeToo. Bien, ou encore la prétendue défense du droit des minorités qui vise à instaurer leur dictature morale et sociale, comme aux États-Unis, sur la majorité. Ou aussi évoquer un antiracisme moral déconnecté du combat contre le capitalisme, qui renforce de fait le racisme au sein des couches de travailleurs de toute couleur ou de toute confession, qui d'ailleurs sont les premiers à le subir. Il y a également les discours récurrents sur la critique obsessionnelle du genre, le prêche de la déconstruction de l'identité sexuelle et la négation de la polarité homme-femme qui structure naturellement l'humanité, avec en prime le soutien au soi-disant progrès scientifique et à la barbarie qu'il génère. Tenez, la possibilité de changer de sexe dès l'âge de 10 ans, comme cela existe en Espagne. On peut rappeler dans le discours de gauche l'instrumentalisation de la mémoire à des fins partisanes, avec la folie obsessionnelle du déboulonnage. Et puis, il y a l'installation d'une bureaucratie, notamment syndicale, liée aux institutions européennes, via la Confédération européenne des syndicats, par exemple, pour la défense de ses propres intérêts, qui tourne le dos aux couches qu'elle est censée représenter. On peut rappeler l'injure permanente et sans distinction dont ne se prive pas la gauche contre des catégories sociales, mettant par exemple dans le même sac le policier qui assume ses fonctions au compte de la collectivité et le nervi qui éborgne ou estropie les gilets jaunes par exemple et ne sert que le pouvoir en place. On peut évoquer toujours l'encouragement au nom des bons sentiments des migrations qui produisent des masses maltraitées sur notre territoire, surexploitées, sous-payées lorsqu'elles trouvent un boulot, au détriment des travailleurs qui, eux, sont installés. Des migrations encouragées par la gauche qui participent de fait à la destruction des acquis sociaux gagnés de longue date et qui ruinent le tiers-monde. Ou encore, tiens, le soutien au régime de Kiev sous prétexte que des nazis sont gay-friendly, artistes post-modernes ou encore véganes, comme le revendiquent quelques figures du bataillon Azov, qui exhibent pourtant des insignes néo-nazis à la boutonnière, devant lesquels la gauche se prosterne au nom d'une prétendue liberté. Voilà quelques sujets qui, à mon sens, devraient être purgés. Mais ce n'est pas le cas, du coup. Eh bien, c'est le cirque qui se substitue au combat politique sur les vraies questions. Un cirque auquel tout le monde participe, jouant sa propre partition. J'exagère? Tenez, le député République En Marche, Rémi Rebeyrotte, fait un salut fasciste dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en direction d'un de ses collègues du Rassemblement national. Le Rassemblement national dépose plainte, l'Assemblée sanctionne. Et Ruffin remet ça, soulignant fort justement d'ailleurs qu'exhiber un maillot d'un club de foot amateur coûte plus cher que le salut nazi en question. Bref, pour le citoyen moyen qui voit l'inflation galoper à la vitesse grand V, tout cela semble bien extérieur aux véritables préoccupations. Continuons. Éric Ciotti, des Républicains, dénonce l'accoutrement de ses adversaires. Les mises en cause font alors du port de la cravate la question des questions. Là encore, pour le citoyen moyen, qui voit toujours l'inflation galoper à la vitesse grand V, mais à tout cela semble bien extérieur aux véritables préoccupations. Au passage, cette histoire de cravate nous ramène quelques années en arrière, sur des problèmes vestimentaires plus généraux qui ont toujours eu le chic d'agiter, hier la petite bourgeoisie des villes, et aujourd'hui les bobos des beaux quartiers. Il y a 50 ans, les petits bourgeois faisaient du combat contre la blouse à l'école le symbole de la liberté. Et mai 68 aidant, bien la blouse, coupable d'uniformiser gosses de riches, ceux des classes moyennes et les pauvres, était remisée au rayon des tenues passées de mode. Aujourd'hui, la cravate vaut lieu de programme. Pour s'opposer à ce qui serait, dans les conventions gauchisantes petites bourgeoises, un signe de ralliement des bourgeois, les députés de la NUPES décident de se déguiser. Les femmes notamment, puisque la cravate au niçois, réservée aux hommes, serait doublement à bannir au nom de l'égalité des genres, évidemment.
Le spectacle ridicule à grande échelle, Ciotti et Nups se donnant la réplique, eh bien nous y sommes. Tout cela se déroule comme si les couches populaires refusaient par définition ces tenues vestimentaires. Eh bien, histoire de balayer les réactions de cours d'école, il est bon de rappeler que Jean Jaurès, à la tribune de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, ou dans les rassemblements de rue, refusait de se déguiser et porter la cravate, contrairement au patron des GAFA ou autres animateurs des sommets de Davos, qui la joue aujourd'hui décontractée, chemise ouverte. Ah, ils sont sympas, hein, ces modernes qui accumulent des milliards sur le dos des pauvres gens. Tout cela sert évidemment de rideau de fumée, pendant que les choses sérieuses passent, comme une lettre à la poste. Tenez, les retraités par exemple. En quelques heures, les députés République En Marche, alliés aux Républicains, ont annulé un vote de la veille portant sur une revalorisation de 500 millions des pensions pour conjurer l'inflation. Continuons toujours. Alors qu'il s'agirait de réconcilier les Français avec la politique, quel spectacle, quel discours, quelle triste foire. Ironie de l'histoire, ces 500 millions pour les retraités sont jugés excessifs par le gouvernement Macron-Borne-Le Maire lorsqu'éclate la collusion entre pouvoir, argent et multinationales avec l'affaire Uber. Macron a été pris en flagrant délit de conflit d'intérêts. Au nom de la démocratie, au nom de la morale, il devrait être limogé. Uber, pour s'installer en France, a, dans les années 2015, exercé un lobbying intense auprès du ministère des Finances. Et singulièrement auprès de celui qui, en 2014, était ministre de Hollande, un certain Emmanuel Macron. Celui-ci a agi dans le dos du gouvernement d'alors. C'est du moins François Hollande en personne, qui occupait à l'époque l'Élysée, qui aujourd'hui le dit. Uber aura gain de cause sur l'essentiel, Macron aura vraiment été efficace. Eh bien en 2017, qui retrouve-t-on dans l'entourage du candidat Macron, chargé notamment de récolter des fonds pour sa campagne électorale et de mettre à disposition son carnet d'adresses? Eh bien on retrouve un des principaux responsables d'Uber, chargé notamment d'obtenir, 3 ans plus tôt, les faveurs du ministre Macron. C'est alors qu'un grand moment de cirque nous est offert généreusement. Macron, souvent silencieux pour ne pas accélérer la descente aux enfers, a pris la parole. « Je ne regrette rien », a-t-il martelé. Moi, très sincèrement, je suis très fier de ce que j'ai fait, dans toute la durée. Et je continuerai de me battre. Quelques jours plus tard, c'est au tour d'Amazon et de ses lobbyistes de faire leur apparition dans la sphère macronienne. « Je ne regrette rien », a répété le président sur ses largesses d'antan. Moi, très sincèrement, je suis très fier de ce que j'ai fait, dans toute la durée. Et je continuerai de me battre. Bref, il assume au nom de l'efficacité ministérielle, d'autant que nul ne le questionne sur les possibles conflits d'intérêts qui, en toute démocratie digne de ce nom, devraient être sanctionnés. Donc, parole minimale, et le tour serait joué. C'est du moins ce qu'espéraient ses conseillers en communication. Car emporté dans son élan, Emmanuel Macron se laisse aller, oubliant lui aussi qu'il est toujours préférable de la fermer pour ne pas tomber dans l'excès et la vulgarité. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Le voilà qui reprend devant la presse une expression que Chirac avait utilisée lui en privé. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Oui, vous avez bien entendu. Eh bien, lui, Macron, c'est donc à la face du monde qu'il déclare s'en battre les couilles, en quelque sorte. Bon, excès mis à part, le degré de détestation qu'il suscite a conduit à reconnaître que globalement, il ne s'en sort pas si mal, Macron. Il trace sa route au service du capital et avance sur l'essentiel. Dans ce contexte, à gauche, c'est la cata. Mis à part François Ruffin, dont la parole politique donne sur les questions sociales, il faut bien reconnaître que c'est la débandade intellectuelle et oratoire qui est plus repoussante que rassembleuse. Tenez, alors que l'actualité pose la destitution de Macron comme une exigence démocratique, et à travers elle le caractère totalement antidémocratique des institutions de la Ve République qui organisent un chemin de croix pour envisager une telle issue salvatrice, eh bien la gauche, elle s'occupe de quoi la gauche? Elle s'occupe des affaires de genre, des affaires dites transversales, qui ont l'avantage pour tout ce petit monde d'être assez consensuelles, des affaires de sexe. Eh oui, de sexe. 20 députés de la NUPS, dont les figures de la France Insoumise, Daniel Obono, Adrien Quatennens et leur présidente à l'Assemblée, Mathilde Panot, signent un texte demandant le départ de 3 ministres pour position anti-LGTB et pro-mariage pour tous. Les lesbiennes, gays, trans et autres, voilà dans le contexte actuel le sujet qui retient l'attention des élus, NUPS et France Insoumise. Que cela soit important pour les principaux concernés, c'est sans doute indiscutable et totalement respectable. Mais enfin, pour les usines qui ferment,
pour les ménages dont les fins de mois sont impossibles, pour les travailleurs, pour les jeunes ou retraités qui ne savent comment mettre 3 sous d'essence dans leur véhicule pour se déplacer ou simplement aller bosser. Les élus de la gauche ont raté une belle occasion de se taire. Mais continuons, la représentation n'est pas terminée. Les prix montent. L'inflation se développe. Les difficultés de vivre pour des millions de Français ne font qu'augmenter. Eh bien, Sandrine Rousseau, la députée verte, par ailleurs présidente d'université, nous rappelle qu'en été, les pauvres meurent plus de chaleur que l'hiver. Une réflexion parmi d'autres qui donne une idée de l'état de l'université française. Passons, c'est un autre sujet. Sandrine Rousseau, donc, en remet une couche. Sa cible, curieusement, eh bien, c'est le député insoumis Éric Coquerel, un de ses alliés élus à la présidence de la Commission des Finances, qui aurait eu des propositions insistantes il y a une dizaine d'années vis-à-vis d'une femme qui n'aurait pas donné suite. Et hop, il est question de harcèlement. Bref, la présomption de culpabilité en lieu et place de la présomption d'innocence. Dans ce nouveau numéro de cirque post-électoral, la France insoumise, qui s'était dressée contre plusieurs adversaires politiques pour des faits similaires, se retrouve dans la position de l'arroseur arrosé. Au fait, les histoires de Chess, de Coquerel ou tout autre, face à la crise qui monte, aux difficultés d'assurer la fin de mois, de se nourrir, de se loger, de se soigner, on en a vraiment grand-chose à faire, vous croyez? Ce numéro de cirque est quelque chose de pathétique. Coquerel, pour se défendre, a légitimé toutes les attaques dont il a été l'objet. Eh oui, un regard, un geste anodin, une proposition respectueuse même. Voilà autant d'agressions insupportables selon la gauche sociétale qui ne sait qu'inventer pour plaire à quelques soi-disant féministes qui ramènent la femme au rang de simple objet sexuel. L'homme blanc de plus de 50 ans de plus hétérosexuel, voilà donc le danger. Quel baratin! Le cirque, oui le cirque. Alors j'exagère ? Tenez, on nous parle des députés qui hier étaient opposés au mariage pour tous comme une position définitivement disqualifiante. Et pendant ce temps, le gouvernement entérine la pratique McKinsey, c'est-à-dire l'appel à des cabinets privés chèrement rétribués en lieu et place des services de l'État. C'est-à-dire qu'il organise la plus grande privatisation qu'on ait jamais vue, celle de l'administration française. Alors, cravate, LGTB, harcèlement, minorité, pour les citoyens attachés à la défense des services publics, entre les questions vestimentaires et sociétales des uns et les vraies décisions politiques des autres, les préoccupations, la cause est entendue, non? Cette gauche qui se vautre dans le sociétal, qui substitue au nom de la morale la tyrannie à la politique, qui a tourné le dos aux couches exploitées, aux travailleurs, et cherché comme substitut la sympathie des minorités en tant que telles, cette gauche perdue de fait dans le communautarisme, dans le wokisme, bien qu'elle s'en défende parfois, dans le racialisme, cette gauche ne vient-elle pas éclairer la parole de Pier Paolo Pasolini? Le fascisme peut revenir sur la scène, à condition qu'il s'appelle antifascisme. Pour affronter la politique de Macron que la gauche a contribué à faire élire et défendre l'intérêt collectif, cette discussion est essentielle. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les temps qui viennent. Voilà pour ce mois d'été. Je vous souhaite repos et tranquillité avant une rentrée qui devrait en toute logique être marquée par l'accélération de la crise et par des réactions agitées. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur le site La Sociale où avec quelques amis nous publions réactions, articles, analyses, dossiers. Vous pouvez également prendre connaissance du numéro 2 de la revue Socialisme pour les temps nouveaux que vous pourrez commander sur le site de Bookelis et également dans l'ensemble du réseau Hachette et des librairies en ligne. Enfin, je vous invite à vous promener sur ma chaîne pour découvrir ou redécouvrir plusieurs sujets que j'ai traités et qui demeurent d'une totale actualité. Enfin bon, n'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, en signe d'encouragement, de soutien, à cliquer sur le petit pouce bleu qui s'affiche quelque part sur l'écran pour permettre à cette vidéo d'être bien référencée et puis aussi à vous abonner à ma chaîne pour être directement informé des nouveautés. Je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances à ceux qui vont pouvoir en profiter. Portez-vous bien, à très bientôt et puis à la prochaine.